Début de tournage, allez savoir l'histoire de la fête nationale française. Et salut la compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir. Comme vous l'aurez compris avec le titre, aujourd'hui au programme, nous allons vous parler de l'histoire de notre fête nationale. Alors là c'est facile, c'est le 14 juillet, prise de la Bastille, 1789 et le roi qui en perd la tête. Eh ben il y a du progrès pour une fois, il a presque une réponse partielle, c'est merveilleux. Alors non, pas vraiment. Désolé, mais il y a encore beaucoup d'idées reçues dans ce qu'il vient de dire. Notamment Louis XVI, on l'a déjà évoqué dans notre épisode sur pain au chocolat chocolatine, il n'a pas été guillotiné en 89, ou plutôt en 93, le 21 janvier pour être exact. Ah oui, bon. Ah, le plus important c'est que sa tête ne tienne plus sur ses épaules, non? Aujourd'hui il est marqué un petit peu de partout que nous célébrons le 14 juillet 1789. Mais certains essayent de nous faire croire, à tort ou à raison, que nous célébrons plutôt le 14 juillet 1790. Tout en sachant que la première fête qui s'appelait Fête nationale s'est déroulée un 29 juillet. Bref, nous allons revenir sur l'histoire de France pour évoquer un petit peu tout ça et comprendre comment on en est arrivé là. Et commençons avec les fêtes nationales qui se sont déroulées avant la Révolution, c'est-à-dire avant 1789. Toutes ces fêtes sont liées de près ou de loin à la religion. Les fêtes religieuses sont célébrées dans tout le pays. Mais certaines fêtes sont plutôt françaises, comme la fête de la Saint-Louis qui se célèbre le 25 août. Saint-Louis était le roi Louis IX, dit le prud'homme, qui a été apprécié par les Français, quasiment considéré comme un saint de son vivant et canonisé par l'Église peu de temps après son décès. Puis nous avons quelques fêtes que nous pouvons appeler dynastiques et qui concernent le roi. Généralement, cela correspond avec la naissance de celui-ci ou au moment de la Saint du roi. Si le roi se nommait Charles, on le célébrait à la Saint-Charles, etc., etc. Voilà pour les fêtes qui étaient célébrées dans toute la France avant la Révolution. Puis 1789 va venir quelque peu modifier ses habitudes. Et faisons un petit détour pour rappeler ce qui s'est réellement passé ce fameux 14 juillet 1789. Il faut prendre en compte que la situation entre le roi, le gouvernement et le peuple se dégrade. Les états généraux de Versailles ne se passent pas du tout comme prévu. Louis XVI a réuni la noblesse, le clergé et le tiers-état pour entamer une réforme de la fiscalité. En effet, le pays est au bord de la faillite, endetté jusqu'au cou et il faut à tout prix faire quelque chose. Bref, je passe les détails mais tout s'envenime en quelques jours. Une première émeute éclate sur la place de la Concorde le 12 juillet. Il y a de nombreux blessés et la population est de plus en plus inquiète. Le 14 juillet au matin, les commerçants et artisans se rendent aux Invalides pour trouver des armes. La foule repart avec notamment 28 000 fusils. La population se rend ensuite à la Bastille, qui est une ancienne forteresse convertie en prison du roi. Les Français viennent chercher des canons et surtout de la poudre à canon qui est stockée dans la forteresse. 2 régiments de soldats sont envoyés pour protéger la forteresse, mais les soldats vont s'allier aux émeutiers. La Bastille tombe aux mains de la population dans un bain de sang. Le marquis de Launay, qui est gouverneur de la Bastille, est décapité. Les soldats qui défendaient la Bastille sont quasiment tous massacrés ou décapités. C'est à ce moment-là que la Révolution entame un point de non-retour avec une nouvelle étape, la violence. Un an après le 14 juillet 1789, les Français veulent commémorer cet événement du 14 juillet avec une fête nommée Fête de la Fédération. Mais cette fête de la Fédération de 1790 occultera la prise de la Bastille. Elle symbolisera l'unité de la nation et les nouvelles valeurs du pays. Le roi et les différentes personnalités importantes du pays seront même réunis à Paris. Au final, on célèbre la Nouvelle France qui sort de l'Ancien Régime et finalement ne commémore pas ou peu la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1791 et 1792, les célébrations sont moins importantes et sont juste célébrées pour rappeler le serment des fédérés émis en 1790, serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, puis à la liberté et l'égalité. À partir de 1793, d'autres dates sont célébrées en plus du 14 juillet, comme le 10 août 1792 qui symbolise la chute de la monarchie, le 22 septembre 1792 qui symbolise le premier jour de la République française, et le 21 janvier 1793, jour de la décapitation de Louis XVI, sur la place de la Concorde.
endroit même où se tiennent le président et ses invités lors du défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Ah le pauvre, hein, il porte pas son nom du martyr pour rien, parce que alors là, aucun repos, hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai jamais compris l'intérêt que les gens avaient pour la famille royale anglaise. On a tout fait pour plus avoir de roi, plus en entendre parler, alors ça fait la une des journaux français. Je comprends pas, incompréhensible. Alors effectivement, les Français ont fait une croix sur leur propre monarchie. Alors on s'intéresse pour certains à la famille royale anglaise, mais on en oublie les deux prétendants au trône de France. Sans oublier le prétendant au trône impérial. C'est comme ça, les temps changent, ça évolue, on fait avec. Mais revenons-en quand même sur notre histoire du 14 juillet. Dès cette époque-là, les commémorations du 14 juillet sont déjà très ambiguës. Certains célèbrent la prise de la Bastille de 1789, tandis que d'autres vont plutôt célébrer la fête des fédérations de 1790. D'un côté, nous avons la chute sanglante de l'Ancien Régime, et de l'autre côté, une célébration des nouvelles valeurs françaises et de l'unité de la nation. Puis, Napoléon Bonaparte devient premier consul. Le futur empereur va organiser une fête pour le 14 juillet 1804. Il se sert de cette date pour faire de la récupération politique. Il va présenter sa couronne impériale qu'il mettra sur sa tête lors de son sacre qui interviendra le 2 décembre 1804. Il en profitera pour remettre quelques légions d'honneur à des soldats aux Invalides. Dès son sacre, le 14 juillet et les autres célébrations de la fin de la monarchie et du début de la République sont oubliées. Le 2 décembre et le 15 août deviennent des célébrations nationales. Le 15 août correspond à la naissance de l'empereur, à la Sainte Marie et à la Saint-Napoléon. L'empereur s'associe donc à l'Assomption. Il a fait déplacer par décret la Saint-Napoléon, martyr romain du IVe siècle, qui était célébré le 2 mai et qui sera maintenant célébré le 15 août, sans avoir vraiment l'aval de l'Église catholique par ailleurs. Puis Napoléon chute, et la royauté est de retour en France sous le nom de Restauration. Les fêtes religieuses et royales sont de retour comme dans l'Ancien Régime. La Saint-Louis revient et le 15 août redevient tout simplement l'Assomption. Les fêtes de la Révolution sont interdites. Des fêtes de destruction sont même organisées par le roi pour faire oublier les symboles de la Révolution et de l'Empire. À ce moment-là, les républicains sont obligés de célébrer le 14 juillet, le 10 août et le 22 septembre clandestinement. Après les émeutes des Trois Glorieuses, c'est-à-dire des 27, 28 et 29 juillet 1830, aussi appelée Révolution de Juillet, la deuxième Révolution française amène la monarchie de Juillet, qui est mise en place avec un roi choisi par les Français, Louis-Philippe Ier. La première mention de cette fête nationale apparaît alors, elle se déroulera le 29 juillet 1831 pour célébrer la Révolution de Juillet. Au programme, revue des troupes avec fanfare au jardin des Tuileries. Il s'ensuit une cérémonie au Panthéon. Malheureusement, dès 1832, cette fête nationale intéresse moins, tout comme les autres célébrations organisées par le roi. Après leur éviction par le peuple, la dynastie des Bourbons est à l'œuvre car ils ne reconnaissent pas Louis-Philippe Ier, un roi légitime. Le roi finira par abdiquer après l'échec du retour des cendres. Deuxième République est alors mise en place. De nouvelles célébrations nationales seront organisées, 27 février, le 6 juillet, le 20 avril, le 23 avril, le 4 mai et le 21 mai. Après deux coups d'état ratés en 1839 et 1840, Napoléon III a réussi enfin à prendre la tête de l'État avec le coup d'état de 1851. Le 15 août est réintégré avec faste. Fanfares, coups de canon, animations, concours d'adresse, bal public et feux d'artifice sont au rendez-vous. Il ne faut pas oublier que le bal est mal vu par l'Église de par ses inspirations romaines que nous avons déjà évoquées dans notre épisode sur la Saint-Valentin. Rixes, libertinage, trouble à l'ordre public, l'Église consacre du temps et de l'énergie à mener une traque contre les plaisirs profanes, et ainsi voit d'un mauvais œil cette fête du 15 août associée de plus à la Sainte Marie. D'ailleurs, l'empereur est de moins en vogue. Certains comme Victor Hugo, durant l'été 1870, évoquent déjà le 14 juillet républicain à la place du 15 août, fête de l'empereur. Le 2 décembre est également célébré car cela correspond au coup d'état de Napoléon III, au sacre de Napoléon Ier, à la bataille d'Austerlitz et à l'accession au trône de Napoléon III. Après la bataille de Sedan, le deuxième empire s'effondre le 4 septembre 1870. Napoléon III est capturé par les Prussiens et finira par s'installer en Angleterre avec sa famille après sa captivité, où il y mourra. La Troisième République est alors déclarée.
On est reparti pour la valse des fêtes célébrées sur tout le pays. 24-25 février, 4 mai, 14 juillet et 22 septembre. Cependant, ce ne sont pas des fêtes officielles, mais plutôt des manifestations politiques organisées par des minorités. L'État les déclare indécentes car elles divisent les Français. Le gouvernement instaure alors une période de recueillement. 7 ans après, cette période de recueillement prend fin, en 1878, et une fête nationale est annoncée le 30 juin. Choix proposé par un journaliste car au moins ce jour ne représente rien. Une date apparemment parfaite pour partir d'un nouveau pied sans Français quiconque. Malheureusement, cette fête nationale est célébrée seulement à Paris, ainsi elle a de national que le nom. L'année suivante, le président MacMahon démissionne. Une victoire pour les Républicains. Un débat sur la date de la fête nationale émerge et la politique va bon train. Plusieurs dates sont en concurrence, mais très vite, le 14 juillet émerge. Mais célébrer quel 14 juillet ? 1789 ou 1790 ? Les radicaux veulent 1789 tandis que les royalistes préfèrent 1790, même s'ils militent pour le 4 août, date de la fin des privilèges en France. Les royalistes ne veulent vraiment pas célébrer 1789 afin de ne pas célébrer un jour de sang. Bref, vous le comprenez, le débat politique semble compliqué. C'est l'historien et académicien Henri Martin qui proposera de ne pas choisir d'année. Il dit que 1789 symbolise la victoire de l'ère nouvelle sur l'ancien régime, et 1790 symbolise la consécration de l'unité de la France. Ainsi, il propose de voter le projet de loi sans spécifier quelconque année. Le 6 juillet 1880, une loi est votée pour adopter une nouvelle fête nationale, celle du 14 juillet. Mais cette loi ne précise aucune année. Nous ne célébrons donc pas plus 1789 que 1790. Cela donne en partie satisfaction à tout le monde. Depuis, cette loi a disparu et a été remplacée par un article du Code du travail dans la liste des jours fériés, alors que le drapeau et l'hymne sont dans la Constitution, la fête nationale est à peine une loi et plutôt un article du Code du travail. Donc officiellement, le 14 juillet est juste un jour férié. Sans plus. Malgré la neutralité de la loi de 1880, c'est très rapidement le 14 juillet 1789 qui va être célébré à cause d'actions des radicaux qui vont tout faire pour que l'on associe cette fête nationale à la prise de la Bastille. Aux États-Unis et en Angleterre, le 14 juillet français est même appelé le Bastille Day. C'est dire l'ancrage de la prise de la Bastille dans l'esprit populaire. Le 14 juillet est également l'une des premières fêtes françaises entièrement laïques, c'est-à-dire que l'église ou toute autre religion n'y apparaît pas. À partir de 1880, le jour est chômé et férié pour les employés publics et les enfants. Puis en 1892, ce sera un jour chômé pour tout le monde. Le défilé militaire est à l'ordre du jour dès 1880. À Paris, ce sera sur l'hippodrome de Longchamp. Le but était d'attacher à la République une armée. Puis ce fut aussi pour féliciter et complimenter l'armée française pour ses combats, ses victoires et aussi ses pertes. De ce fait, toute remise en cause du défilé militaire est vue comme un acte anti-français. En fait, le premier 14 juillet s'inspire beaucoup des rites de la Saint-Napoléon, célébrés sous le Second Empire. Nous retrouvons donc le défilé militaire, la fanfare, le feu d'artifice, le discours du maire, le banquet et les balles. Cette nouvelle fête nationale devrait être, selon Gambetta, un moment confondant le peuple, l'armée et les pouvoirs publics dans une commune fraternité. Malheureusement, le 14 juillet sera progressivement délaissé par la population. Malgré la Première Guerre mondiale, les défilés militaires sont maintenus, mais les célébrations sont suspendues. Puis la Première Guerre mondiale est gagnée. Ils vont déplacer le défilé militaire de Longchamp aux Champs-Élysées. Ce défilé sera même appelé le défilé de la victoire, afin d'honorer les vainqueurs qui, pour certains, paraderont mutilés et ou blessés. Le 14 juillet redevient populaire entre les deux guerres mondiales. Malheureusement, sous l'occupation, De Gaulle transportera ce rituel avec quelques célébrations à Londres. Le régime de Vichy, quant à lui, déposera quand même des gerbes de fleurs tricolores devant les monuments aux morts, suivis d'une messe, pas de fête du 14 juillet sur le territoire français durant l'occupation. Puis vint le 14 juillet 1945, parmi les plus majestueux des 14 juillet. On y fête la victoire sur l'Allemagne nazie. Il y règne une cohésion française importante, des liesses de joie, la France est de retour. Le défilé militaire sera délocalisé sur le trajet Vincennes, place de la Bastille. Les combattants paraderont dans leur tenue de combat et non dans leur tenue de parade. Après la libération et jusqu'à nos jours, le traditionnel défilé militaire va reprendre sur les Champs-Élysées avec une brève interruption sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1974, décide de le déplacer dans les quartiers populaires de la capitale entre les places de la République et de la Bastille. Et aujourd'hui, la plupart des rites du 14 juillet 1880 sont restés. Le bal, le feu d'artifice et surtout le défilé militaire. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête nationale dans quelques jours. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, c'est très important, nous vous remercions par avance.
Et puis bah rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bon alors, d'après ce que j'ai compris, on a eu le premier empire, le deuxième empire, et puis maintenant on a le troisième empire. Enfin, troisième empire en 3 mots. Je vous laisse méditer là-dessus, merci à vous, fin de tournage.